En hiver 1475, les armées de l'Empire ottoman marchèrent dans une vallée étroite avec la certitude d'écraser une petite principauté et d'ouvrir la voie vers l'Europe centrale. Cependant, ce qui les attendait n'était ni la peur ni la capitulation. C'était un peuple uni, endurant, silencieux et prêt pour une embuscade meurtrière. Du haut des crêtes gelées, Étienne observait l'armée en approche, 2 fois plus nombreuse que ses propres forces. Chaque pente, chaque gué de rivière et chaque souffle de brume avait été soigneusement préparé pour ce moment. Et lorsque les Ottomans se trouvèrent au cœur même de la vallée, le silence se brisa. Les flèches tombaient comme la pluie. Le grondement des canons déchirait le brouillard. La rivière gelée se rompit sous les soldats en fuite. Et quand le brouillard se leva enfin, un puissant empire gisait là en ruine. Une petite nation avait défendu la porte de l'Europe. L'écho de ce matin-là résonna ensuite à travers tout le continent pendant des siècles. Au XVe siècle, l'Europe était un lieu de frontières changeantes et de peur constante. Au sud, la puissance de l'Empire ottoman montait à une vitesse terrifiante. Ses armées avaient conquis Constantinople et pénétraient chaque année plus profondément dans les Balkans. Pour beaucoup d'Européens, les Ottomans semblaient inarrêtables. C'était un empire qui engloutissait les royaumes comme les tempêtes engloutissent les côtes. Au nord de cette puissance montante se trouvait un territoire beaucoup plus petit, la Moldavie. C'était une principauté rurale pleine de forêts, de collines et de vallées fluviales. Elle n'était pas riche, n'avait pas de fortifications massives ni le soutien d'alliances puissantes. Ce qui rendait la Moldavie importante, c'était sa position. Elle se trouvait directement entre les Ottomans, le royaume de Hongrie et l'Union polono-lituanienne. Quelle que soit la puissance qui contrôlerait la Moldavie, elle obtiendrait le contrôle des routes commerciales, des passages fluviaux et des chemins menant directement en Europe centrale. Cela signifiait une chose, la Moldavie ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Le souverain de ce petit pays était Étienne, plus tard connu sous le nom d'Étienne le Grand. Il avait hérité d'une principauté entourée de voisins plus forts et plus riches. La Moldavie ne pouvait rivaliser avec eux ni en nombre de canons, ni en cavalerie, ni en richesse des trésors. C'est pourquoi Étienne gouvernait avec prudence. Il négociait prudemment, payait tribut si nécessaire et essayait de ne provoquer aucun des géants autour de lui. Mais même la prudence avait ses limites. Des années d'expansion ottomane avaient exposé la Moldavie à une pression croissante. Les impôts exigés par l'Empire augmentaient. Les exigences politiques croissaient. Le contrôle des ports clés, en particulier Kilia et Setatea Alba, devint l'objet d'une lutte constante. Étienne observait comment d'autres petits États essayaient d'apaiser les Ottomans, pour perdre chaque année plus de territoire. Il comprit ce schéma. Une fois que l'Empire commence à resserrer son étau, il le relâche rarement. Étienne tenta d'abord de maintenir la paix, mais bientôt les exigences devinrent insupportables. Les Ottomans commencèrent à traiter la Moldavie moins comme un allié et plus comme une propriété, comme quelque chose à absorber dans l'Empire dès que cela conviendrait. Étienne réalisa que s'il continuait à céder, la Moldavie disparaîtrait lentement. La tension aux frontières montait. Des affrontements éclataient entre les patrouilles moldaves et les forces ottomanes. Les disputes sur les forteresses dégénéraient en confrontations armées. Étienne s'opposa à certains ordres ottomans et Istanbul ne perçut pas cela comme un désaccord, mais comme une rébellion. À la fin de l'année 1474, les relations s'effondrèrent complètement. La direction ottomane décida que la Moldavie était devenue un problème, et les problèmes devaient être écrasés rapidement avant qu'ils n'encouragent d'autres à résister. Les commandants commencèrent à rassembler une armée assez grande pour balayer Étienne en une seule campagne. Pour la Moldavie, ce n'était pas un simple conflit politique. C'était le début d'une lutte pour la survie. Étienne recevait des rapports de ses éclaireurs. Une armée ottomane forte de dizaines de milliers d'hommes se rassemblait pour marcher vers le nord. Il ne pouvait pas les surpasser en nombre. Il ne pouvait pas les surpasser financièrement. Il pouvait cependant se préparer. Et les décisions qu'il prit dans les semaines précédant l'invasion les conduisirent tous vers une vallée gelée près d'une ville appelée Vanlui, vers un endroit où l'histoire allait prendre un tournant qu'aucun empire n'attendait. L'hiver arriva en Moldavie avec un silence dur et impitoyable. La neige recouvrit les collines, les forêts et les routes gelées venant du sud. La plupart des armées évitaient les campagnes militaires en cette période, mais le prince moldave Étienne n'avait pas ce choix. Il savait que les Ottomans rassemblaient leurs forces, et chaque jour d'hiver les rapprochait. Si la Moldavie attendait passivement, elle serait écrasée avant l'arrivée du printemps. Étienne commença à se préparer bien avant que le premier soldat ennemi ne franchisse la frontière.
Sa stratégie ne reposait ni sur la force numérique ni sur la richesse, car il n'avait ni l'une ni l'autre, mais sur le fait de transformer la Moldavie elle-même en obstacle. Les villageois vivant près de la frontière sud furent discrètement déplacés vers des zones plus sûres. Les réserves de nourriture furent déplacées afin que les soldats envahisseurs ne trouvent rien pour se nourrir. Les chemins à travers les forêts furent modifiés ou bloqués. Les puits furent recouverts. Les gués fluviaux gelés furent cartographiés en détail, car une armée ne sachant pas où la glace était fine pouvait subir des pertes dévastatrices avant même qu'une seule flèche ne soit tirée. Le peuple ne se plaignait pas et ne paniquait pas. Les Moldaves vivaient dans le danger depuis des générations et faisaient entièrement confiance à Étienne. Ils savaient que c'était le seul moyen de faire travailler le paysage pour eux, et non pour les envahisseurs. Pendant que les villages se préparaient, Étienne réorganisait son armée. Il ne pouvait se mesurer aux Ottomans homme contre homme, c'est pourquoi il se concentra sur la vitesse, la mobilité et la connaissance du terrain. Il plaça au centre de sa stratégie des unités de cavalerie légère. Des cavaliers rapides capables de porter un coup profond, de disparaître dans les bois et de réapparaître quelques milles plus loin. Les archers s'entraînaient au tir à cheval et depuis des cachettes derrière les crêtes des montagnes. Ses troupes d'élite, les hommes en qui il avait le plus confiance, restaient près de lui, prêts à être déployés au moment décisif. Même les levées paysannes, des hommes à l'armure faible mais à la fidélité solide, se virent attribuer des tâches correspondantes à leur capacité. Ils connaissaient la forêt mieux que n'importe quel étranger, et cela seul en faisait des combattants précieux. Au moment où les préparatifs furent terminés, Étienne avait rassemblé environ 20 000 hommes. C'était moins que ce que devait compter l'armée ottomane, mais une force bien mieux adaptée au paysage hivernal moldave. Il ne promettait pas la victoire. Au lieu de cela, il dit à son peuple que leur survie dépendait de leur capacité à se battre comme des Moldaves, rapidement, avec adaptabilité et de manière à ne pas pouvoir être attrapés. Étienne se tourna également vers d'autres souverains chrétiens dans l'espoir de renfort. Si la Moldavie tombait, les Ottomans auraient la voie libre vers la Hongrie et la Pologne. Pourtant, lorsque ces émissaires revinrent, ils n'apportèrent que des paroles polies, pas d'armée. La Pologne offrit de la compassion. La Hongrie offrit des intentions. Aucun État n'envoya de soldats. Étienne accepta cette réalité. Attendre de l'aide ne ferait que gaspiller un temps qu'il n'avait pas. Alors que décembre passait, les éclaireurs moldaves rapportèrent un mouvement réel le long du Banioul. Les lignes de ravitaillement ottomanes se créaient. Des camps se construisaient. Le commandant Tadi Sulman Pacha rassemblait des dizaines de milliers d'hommes pour marcher sur la Moldavie. La réponse d'Étienne ne fut pas de frapper tôt ou de provoquer des escarmouches. Au lieu de cela, il disparut de la vue des Ottomans. Ses camps étaient cachés dans les forêts. Sa cavalerie évitait les combats inutiles. Il créait une impression de peur et de retraite pour que les Ottomans avancent avec assurance, croyant que la Moldavie était déjà à genoux. Derrière cette illusion, il préparait le champ de bataille. Étienne se concentra sur une vallée près de la ville devant lui, un lieu façonné par des marais, du brouillard, des pentes étroites et des lits de rivières gelées. Il étudiait comment le brouillard s'installait à l'aube, comment le son se propageait dans la vallée et où le sol ramollissait sous la neige. C'était un endroit où une grande armée manœuvrerait difficilement. C'était un endroit où les Moldaves pourraient frapper fort depuis des hauteurs cachées et disparaître avant que l'ennemi ne comprenne ce qui s'était passé. Il ordonna de creuser des tranchées sous les couches de neige pour qu'elles soient invisibles pour les troupes en approche. Les archers furent déployés derrière les crêtes, où les Ottomans ne les verraient pas avant que la première salve de flèches ne tombe. De petits canons montés sur des traîneaux furent cachés dans les bois pour pouvoir être déplacés et tirés silencieusement sans révéler leur position exacte. Pour accroître encore la confiance ottomane, les cavaliers moldaves n'attaquaient les chariots de ravitaillement ou les détachements de reconnaissance que brièvement et disparaissaient aussitôt. Ces frappes rapides créaient l'illusion du chaos, d'un pays en désintégration et d'une armée trop petite et trop effrayée pour résister. Rien de tout cela n'était un hasard. Chaque mouvement faisait partie d'un plan plus large. Et puis arriva la nouvelle qu'Étienne attendait. L'armée ottomane était entrée en Moldavie. Des dizaines de milliers de soldats marchaient vers le nord sur des routes et à travers des vallées qu'Étienne avait déjà transformées en pièges. À mesure qu'ils avançaient plus profondément en territoire moldave, le brouillard hivernal s'épaississait, les rivières gelaient inégalement et la vallée près devant lui se rapprochait à chaque pas. Les Ottomans croyaient poursuivre un ennemi désespéré. Ils croyaient que la victoire était inévitable. Mais Étienne savait. Il savait que l'Empire marchait droit vers l'endroit qu'il avait choisi.
vers un endroit où les nombres compteraient beaucoup moins que la préparation. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à ce que les Ottomans y entrent. Avant l'aube du 10 janvier 1475, la vallée près devant lui fut engloutie par un épais brouillard givrante. Il roulait sur le sol comme la fumée d'un feu invisible, brouillant les crêtes, cachant les rives de la rivière et transformant l'air en un mur froid et pâle. Étienne attendait exactement ces conditions. Il savait que les Ottomans comptaient sur la visibilité dans leur formation serrée. Le brouillard la perturba de manière silencieuse et parfaite. Le premier signe de l'avance ottomane ne fut pas vu, mais entendu. Le bruit sourd et lointain des bottes, des sabots et des chariots. Des dizaines de milliers d'hommes se frayaient un chemin à travers l'étroite vallée, ignorant comment la terre se tordait sous la neige. Ils supposaient que les Moldaves se retiraient plus au nord. Ils croyaient que la vallée était vide. Elle ne l'était pas. Les troupes d'Étienne étaient déjà à leur position, réparties sur les hautes crêtes des deux côtés du fond de la vallée. C'étaient des silhouettes silencieuses et immobiles, à moitié cachées derrière des arbres, des rochers et des talus couverts de neige. Les archers tenaient fermement leurs arcs et attendaient le signal. Les unités de cavalerie contenaient leurs chevaux dans un calme absolu. Aucun feu ne brûlait, aucune voix ne s'élevait. C'était comme si toute l'armée moldave était devenue partie intégrante du paysage gelé. Les Ottomans marchèrent dans la vallée en longues colonnes, ignorant que le brouillard cachait des milliers d'yeux observant chacun de leurs pas. Alors qu'ils avançaient, quelque chose d'autre commença à remplir l'air, le son des corps de guerre moldaves. Cela commença doucement, un corps, puis un autre, résonnant de différentes directions. Dans le brouillard, on aurait dit que la vallée elle-même prenait vie. Les Ottomans ralentirent. Certains criaient des ordres, d'autres scrutaient le brouillard à la recherche de tout mouvement, mais le brouillard ne leur révélait rien. Puis Étienne frappa. Des hauteurs jaillit un soudain rugissement de flèches. D'abord des centaines, puis des milliers. À cause du brouillard, les Ottomans ne pouvaient pas voir d'où venaient les projectiles, mais les flèches traversaient la brume blanche et frappaient leurs rangs avec une précision brutale. Les soldats levaient leurs boucliers, trébuchaient, criaient et essayaient de former des lignes ordonnées, mais ils ne savaient même pas de quelle direction venait l'attaque. Avant qu'ils ne puissent se regrouper, les canons moldaves firent feu. De petites pièces mobiles cachées derrière les crêtes. Leurs grondements se répercutaient dans la vallée, amplifiés par le brouillard. Coup après coup, ils écrasaient les colonnes ottomanes, brisant leur formation et les jetant dans la confusion. Alors que les Ottomans tentaient de se réorganiser, Étienne porta un autre coup. Du brouillard, sous des angles inattendus, surgirent des unités de cavalerie légère. Elles frappèrent les flancs ottomans avec vitesse et précision, tirèrent des flèches, sabrèrent, puis disparurent à nouveau dans le brouillard avant que les Ottomans ne puissent contre-attaquer. Certaines unités attaquaient par la gauche, d'autres par la droite, et parfois des deux côtés à la fois. L'infanterie disciplinée de l'Empire se retrouva soudainement à combattre des ombres. La panique se répandit dans la vallée. Les officiers criaient des ordres contradictoires, car personne ne voyait l'ensemble du champ de bataille. Des unités avançaient alors qu'elles devaient tenir leur position. D'autres reculaient directement sur leurs propres alliés. Le brouillard déformait le son, de sorte qu'il était impossible de déterminer d'où venaient les ordres. Étienne observait tout depuis une crête cachée. Il attendait. Il avait besoin que les Ottomans soient complètement désorientés avant de porter le coup final. Lorsque le bon moment arriva, il donna le signal à ses trompettes. Un son profond et retentissant résonna dans la vallée. Les Moldaves passèrent à l'attaque. De derrière le brouillard surgit le corps principal d'Étienne et, dans une attaque ordonnée, descendit des crêtes. C'était le coup qu'Étienne avait gardé en réserve. L'infanterie et les gardes d'élite dévalèrent comme une avalanche et s'abattirent sur un ennemi déjà aveuglé, dispersé et épuisé. La vallée explosa dans le chaos. L'armée ottomane, luttant toujours vainement avec la visibilité, fit soudainement face à l'infanterie moldave les percutant de face, tandis que la cavalerie les pilonnait sur les flancs. Les boucliers volaient en éclats. Les chevaux glissaient sur la boue gelée. Les tambours et les trompettes disparaissaient sous le bruit des hommes hurlants, du cliquetis de l'acier et du sifflement des flèches tombant d'en haut. Certaines unités ottomanes tentèrent de se replier sur la rivière gelée, mais la glace s'était affaiblie après des jours de marche. Les archers moldaves visèrent les guets. Flèche après flèche tombait sur la glace et les hommes commençaient à s'enfoncer dans l'eau glaciale. Ceux qui atteignirent la rive opposée découvrirent que de nouveaux ennemis les y attendaient. Les cavaliers moldaves avaient contourné la vallée et bloquaient maintenant tout espoir de retraite. L'armée ottomane, autrefois puissante,
se retrouva piégée, prise en étau entre les rives de la rivière, les pentes enveloppées de brouillard et l'attaque impitoyable de toutes parts. Étienne n'entra sur le champ de bataille que lorsque l'ennemi fut complètement brisé. Sa présence alluma une dernière vague de courage moldave. Les soldats poussèrent en avant, plongeant les Ottomans dans une déroute encore plus grande. Les bannières de bataille de l'Empire tombaient une à une et disparaissaient dans la neige. Vers midi, le brouillard commença à se lever. Ce qu'il révéla, c'était une vallée marquée par l'une des défaites les plus écrasantes que l'Empire ottoman ait jamais subies. Des milliers de soldats gisaient éparpillés sur le sol gelé. D'autres fuyaient dans les bois, pour être chassés par les éclaireurs moldaves qui connaissaient chaque sentier. Pour les hommes d'Étienne, la victoire était stupéfiante. Pour les Ottomans, la perte était inimaginable. Et pour l'Europe, la nouvelle qu'une petite principauté avait dispersé un empire était une rumeur qui allait résonner bien au-delà des frontières de cette vallée gelée. Mais pour l'instant, dans les rémanences de la bataille, le seul son était le vent balayant la neige et emportant avec lui le souvenir du matin où la Moldavie refusa de mourir. Lorsque les derniers échos de la bataille au-dessus de la vallée se turent, le brouillard se dissipa enfin. Ce qui apparut en dessous ne ressemblait pas au reste d'un affrontement entre deux camps. Cela ressemblait aux conséquences d'une catastrophe. Des milliers de soldats ottomans étaient éparpillés sur le sol gelé. Certains gisaient là où les flèches les avaient frappés, d'autres s'étaient effondrés près de la glace brisée, où la rivière avait englouti des formations entières. Les colonnes autrefois puissantes, qui avaient marché avec assurance en Moldavie, avaient disparu, remplacées par des survivants dispersés essayant de comprendre comment leur écrasante supériorité numérique s'était transformée en une défaite dévastatrice. Étienne ne célébrait pas. Pas encore. La victoire sur le champ de bataille était une chose. Ce qui suivait en était une autre. Il traversait lentement la vallée, non pas comme un conquérant admirant des trophées, mais comme un commandant s'assurant que le danger était vraiment passé. Son cheval se déplaçait prudemment dans la neige retournée, tandis que ses officiers rapportaient quelle partie des forces ottomanes avaient été détruites, lesquelles avaient fui et lesquelles pourraient se regrouper quelque part dans les forêts au sud. Les Moldaves poursuivirent les soldats ottomans en retraite sur des milles, mais Étienne ordonna à ses hommes de ne pas s'aventurer trop loin. Il comprenait les risques. Une armée triomphante pouvait rapidement devenir imprudente et il refusait de perdre des hommes par négligence. Au lieu de cela, il envoya de petites unités rapides, des éclaireurs connaissant le paysage, pour surveiller les routes de retraite. Leurs rapports confirmèrent ce qu'il espérait. L'armée ottomane n'était plus une armée. C'était un amas de groupes dispersés fuyant dans différentes directions, sans chef et transis de froid. Beaucoup étaient sans armes, certains sans chaussures, tous désespérément désireux d'atteindre la sécurité. La nouvelle se répandit rapidement dans la campagne. Les fermiers qui se cachaient dans les bois sortirent. Les villageois qui avaient fui dans la crainte retournaient chez eux, se déplaçant silencieusement entre les arbres, comme s'ils ne croyaient pas eux-mêmes à cette nouvelle. Puis ils virent les soldats moldaves revenir victorieux, portant des bannières capturées et menant des prisonniers. Le soulagement les envahit. Un soulagement mêlé d'étonnement. Contre toute logique, contre toutes les prévisions et contre la réputation terrifiante de l'Empire, la Moldavie avait gagné. Le soir même, Étienne convoqua son conseil. Les hommes étaient épuisés, beaucoup blessés, mais leurs visages reflétaient quelque chose de plus fort que la fatigue, la fierté. Ils avaient affronté une armée qui devait les écraser, et pourtant ils étaient toujours debout. L'esprit d'Étienne se tournait cependant déjà vers ce qui allait suivre. Il savait qu'une seule victoire sur les forces ottomanes ne garantissait pas la sécurité. L'Empire était vaste, discipliné et implacable. Un seul échec, aussi humiliant soit-il, ne l'arrêterait pas dans ses tentatives futures. Étienne avait besoin que l'Europe comprenne cela. Il avait besoin que ses alliés réalisent enfin que la Moldavie n'était pas un État tampon lointain, mais un bouclier entre eux et l'Empire qui avançait. C'est pourquoi il envoya des messagers qui chevauchèrent dans la nuit avec la nouvelle de la victoire vers les cours de Hongrie, de Pologne et au-delà. Leurs lettres décrivaient les événements devant lui non comme une vantardise, mais comme un avertissement. Si la Moldavie était tombée, les Ottomans seraient déjà aux portes de l'Europe centrale. La victoire n'a pas seulement sauvé une principauté. Elle a acheté du temps pour tous. Les réactions à travers l'Europe furent immédiates. Rois et nobles, qui avaient auparavant ignoré les suppliques d'Étienne, le louaient maintenant publiquement. Les chroniques écrivirent plus tard que les cloches de Cracovie sonnèrent pendant plusieurs jours. À Rome, le pape qualifia Étienne d'éphlète du Christ.
En Transylvanie et en Pologne, les voyageurs racontaient la bataille avec un sentiment de respect sacré, comme s'ils décrivaient un miracle. Mais tandis que l'Europe célébrait, Étienne resta vigilant. Il renforçait les forteresses. Il réparait les routes endommagées. Il veillait à ce que ses soldats soient nourris, armés et aient un abri. Il savait que les Ottomans récupéreraient, se regrouperaient et reviendraient avec une colère alimentée par l'humiliation. La bataille devant lui était une victoire, mais ce n'était pas la fin du combat. Lorsque la nuit tomba sur la vallée, les soldats moldaves allumèrent des torches le long des crêtes. Les flammes vacillaient sur la neige, éclairant la terre où ils s'étaient tenus ensemble contre une force écrasante. Certains hommes priaient, d'autres étaient assis en silence, pensant à ceux qui étaient tombés. Quelques-uns regardaient simplement le ciel glacial, essayant de comprendre comment ils étaient devenus partie d'un moment dont l'histoire se souviendrait. Étienne jeta un dernier regard sur la vallée avant de retourner au camp. Il y avait toujours du froid et du silence. Pourtant, dans ce silence, il y avait quelque chose de puissant, quelque chose de gagné, quelque chose qui ressemblait au souffle d'une nation refusant d'être effacée. La Moldavie a survécu. Et parce qu'elle a survécu, l'Europe a eu la chance de respirer à nouveau.